Bonjour, du coup c'est moi qui vais animer le débat. Du coup on parlait justement d'une rupture avec le capitalisme. Moi la question elle est simple que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que du coup nos outils politiques et syndicaux sont efficients pour gagner en 2027 ? Vas-y, tu veux pas commencer ? Débrouille-toi avec ça. Non, je me débrouille d'abord avec ça et après tu rebondis. Je peux lancer. Non, mais vas-y, tiens. J'ai beaucoup parlé. Oui, vaste question. On a combien de temps ? 3 minutes, c'est ça ? Est-ce que nos outils politiques ou syndicaux sont efficients ? Moi, j'ai l'impression que dans cette question, il y a deux dimensions de réponse. La première dimension, elle est organique, à savoir la façon dont on fonctionne, la façon dont on s'organise. Et une question qui est beaucoup plus politique et idéologique. Pour le coup, moi, je vais répondre plutôt sur ce plan-là, pour l'instant en tout cas, justement en écho à ce que à l'ouvrage de Hendrik et à ce que j'ai entendu de sa part il y a quelques minutes. Hendrik part dans son bouquin de boussole. Je pense que ce concept en termes idéologiques est bon, c'est-à-dire ne pas recréer les erreurs qu'a pu connaître, par exemple, le mouvement communiste. Autant l'analyse marxiste est très puissante et vraiment détaillée, autant la conséquence politique, c'est mon opinion personnelle, hein, la conséquence politique, que ce soit le manifeste communiste ou d'autres ouvrages, c'est la société, elle sera comme ça, 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 point barre. Et c'est une erreur stratégique à mon avis parce que personne s'est ramené un jour et de dire on va créer un système où certains prendront toutes les richesses, les autres devront ramer à côté et puis les femmes seront soumises et puis on ira coloniser aussi et ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que les Européens seront soumis, etc. etc. Et ça s'appellera le capitalisme. C'est-à-dire que cette construction est une construction itérative qui s'est faite au fil de l'histoire, mais personne n'a jamais donné le projet dans son ensemble, bien que lorsqu'on voit un certain nombre de politiques, même là, surtout très récemment, le but il est très clair et il est pensé par les personnes qui le mettent en avant. Et là où je trouve donc que le point de boussole est intéressant, c'est de dire on a des points clés, choisissons des points clés, des points structurels sur lesquels porter l'effort, et ces points structurels vont faire des petits. Moi, par exemple, il y a 2 points structurels que j'ai particulièrement en tête dans l'époque d'aujourd'hui. C'est les services publics qui permettent de réaccrocher la question de la solidarité, entendue comme fraternité, comme tu disais tout à l'heure, et des libertés publiques. Parce que pour le coup, l'émancipation, ça me parle, il n'y a pas de souci. Mais la notion de liberté, moi, je la réemploie beaucoup en ce qui concerne les libertés publiques. C'est-à-dire l'ensemble des libertés qui nous permettent collectivement de faire corps citoyen et de s'émanciper collectivement. Sachant que le collectif, la société devient un outil d'émancipation au service de la personne. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus parce qu'on n'a pas énormément de temps et puis je voudrais laisser du temps à Hendrik là-dessus. Mais la question finalement, est-ce qu'on est outillé là-dessus ? Je pense qu'on a tous les moyens de s'outiller. D'aller chercher en effet d'un point de vue idéologique les points de rupture sur lesquels on peut porter l'effort. Et ce qui est intéressant, c'est que quels que soient les partis politiques, les syndicats, les associations à gauche, globalement, il y a un consensus. Il y a un consensus, les services publics que j'ai cités, les luttes pour l'environnement, notamment autour de l'eau. On a une lutte locale là, autour de Bridor, à Liffré, où le centre, quand même, l'épicentre, c'était l'appropriation et la privatisation de l'eau, et qui a été gagnante aussi, qui a brassé largement. Donc je pense qu'on a les outils. Après, la question, c'est comment on met ça en musique collectivement le plus possible, sachant qu'en effet, parfois, il y a des grosses divergences sur la méthode. Alors, d'abord, je vais revenir sur ce que tu as dit sur la question de la boussole. Et je suis très content parce qu'effectivement, alors j'ai emprunté ça à Eric Olin Wright, qui est un marxiste anglais, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et qui vraiment utilisait ce concept de boussole. Et j'utilise beaucoup aussi le terme d'orientation. On s'oriente, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une boussole, on s'oriente et on essaie de choisir les chemins possibles. Donc vraiment de passer d'une terminologie, on va dire, linéaire, à quelque chose de plus foisonnant, y compris en plus comme je suis biologiste et j'ai beaucoup travaillé sur la biodiversité, moi c'est quelque chose, il y a une biodiversité des chemins, voilà. Et donc voilà, ça je pense que c'est extrêmement important et on le partage et à mon avis, je pense que maintenant on est assez mûr dans le mouvement actuel ouvrier, au sens large, pour être mûr sur ces questions-là. Alors comment est-ce qu'on a les bons outils ? Pour moi, finalement, le problème, il y a 2 dimensions.
C'est quoi le problème stratégique qu'on a? C'est qu'on a des classes dominantes qui ont le volant d'une voiture. Je le dis dans le bouquin, j'utilise ça. Ils sont dans une voiture et ils foncent dans un mur. Ils sont en plus cocaïnomanes. Et globalement, on est les passagers et on se demande comment on reprend le volant. Voilà. Ça, c'est le principal verrou stratégique. Bon. Après, il y en a d'autres. C'est comment on fait en sorte qu'on ait un imaginaire écosocialiste qui soit majoritaire. Parce que si on veut quand même que ce soit la majorité qui décide, que tout ça soit décidé démocratiquement, il faut quand même qu'on convainc nos concitoyens qu'il faut faire la décroissance. On convainc nos citoyens qu'il faut plus d'égalité. On convainc nos citoyens... Voilà. Donc il y a quand même un travail de conviction. Donc pour moi, c'est les deux verrous. Bon. Et donc après, une fois qu'on a ces deux verrous, on se dit comment on s'organise pour lever ces verrous. Et moi, là aussi, je suis assez marxiste. Je crois qu'il faut commencer par l'existant, là, pour la peine. C'est-à-dire que c'est une tradition marxiste et c'est ce qu'a fait Marx. On part des contradictions du capitalisme pour expliquer comment on peut changer de société. Donc on n'essaie pas d'imaginer en fait des structures, des outils, tu vois, qui seraient en soi géniaux. On regarde ce qu'il y a et on voit comment on peut l'améliorer. Et pour ça, donc, il faut organiser le grand nombre pour avoir un intellectuel collectif organique qui arrive à convaincre le reste de la société qu'il faut cheminer vers l'écosocialisme, pour faire un raccourci. Et puis aussi organiser ce grand nombre pour s'affronter aux classes dominantes. Ça, les deux choses. Et pour ça, il faut organiser sur trois champs de bataille, et notamment un champ de bataille qui est le lieu du travail. Je l'explique, voilà. Il y a un autre champ de bataille, c'est le champ politique. Il faut leur reprendre les villes, il faut leur reprendre l'État, il faut leur reprendre les régions, il faut leur reprendre les départements, il faut leur reprendre les préfectures, il faut tout reprendre. Troisième champ de bataille, on en a discuté un tout petit peu tout à l'heure, c'était le champ de la société civile. Voilà. Et ça, il faut s'organiser sur ces trois champs. Et qu'est-ce qu'on a pour retravailler sur ces champs? Des syndicats, des associations et des partis politiques. Donc moi, ce que je dis aux révolutionnaires, vous investissez tout. Tout. Vous investissez l'école, tout doit être investi. Bon. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ça, pour l'instant? Alors, sur le champ associatif, moi, je trouve qu'il est assez foisonnant. On a parlé des soulèvements de la terre, on a parlé... et puis j'ai pas trop de leçons à leur donner. Sur le champ syndical, je crois qu'il y a un morcellement syndical qui pose problème. Je me mouille un peu dans le livre en disant que... moi d'abord, en préambule, je pense que le champ syndical, comme le champ associatif, doit être indépendant du champ politique. Ça, c'est extrêmement important, parce que le jour où on est au pouvoir, il faut qu'il nous fasse une grève générale contre nous. Hein, vous avez bien entendu. Donc je suis très, très fan de la charte d'Amiens, dans tous ses aspects, même si elle est assez anarcho-syndicaliste dans sa stratégie. Donc il faut qu'il soit indépendant, mais là, il y a quand même un caractère de morcellement du champ syndical qu'il va falloir travailler. Je sais que la CGT, on a eu un congrès là-dessus, finalement, là, on est revenu en arrière, mais il y avait le projet quand même de refonder avec la FSU et Solidaire. Enfin voilà, je crois que ça, c'est un sujet politique, voilà, pour les syndicalistes. Et il y a un autre problème, c'est la capacité de syndicalisation là où, hors des bastions. Voilà. Et donc, c'est syndiquer sur les lieux de travail, les contractuels, syndiquer... et donc, passer d'une syndicalisation à partir de l'usine, on syndique tous les salariés de l'usine parce qu'on appartient à la boîte, à syndiquer tous les salariés qui travaillent dans un même secteur. Voilà. D'où l'importance des UD, des UL. Martinez en avait conscience. On avait discuté de ça avec lui. Il en avait conscience, du temps où j'étais à la CGT. Donc ça, c'est pour les syndicats. Ensuite, les forces politiques. Bon, c'est là où... je ne vais pas être très long, mais moi, je pense qu'il faut des partis fonctionnant démocratiquement, mais en même temps, avec un certain caractère bolchevique, c'est-à-dire que par moment, dans l'affrontement, il faut faire bloc. C'était le parti bolchevique. Moi, c'est-à-dire qu'on se fout sur la gueule, on est très démocratique, mais par moment, on a besoin quand même de faire bloc. Parce qu'en face, c'est quand même pas des rigolos. Bon. Mais je ne connais pas d'autre chose qu'un parti de masse avec des adhérents et qui décide démocratiquement des orientations, etc. Enfin, je l'ai dit, redit. Et je veux bien qu'on invente des choses, mais il faut qu'on me le mette concrètement sous les yeux, qu'on est sûr que ça va mieux marcher. Et je ne crois pas que la situation aujourd'hui, tu vois, elle soit très différente du 19e siècle. Je ne vois pas pourquoi. Oui, elle est très différente des années 60, d'accord, ça, je veux bien vous concéder. Mais en quoi elle est différente en termes de précarité des ouvriers, de tout ça, du 19e siècle? C'est pipeau, ça. Donc, et pourtant, les partis ont été créés à ces moments-là. Enfin, les syndicats d'abord et les partis ensuite. Bon. Donc moi, je pense qu'on a besoin de ça. Et là, très inquiet, parce que les partis n'existent plus, on a des mouvements partout, et des mouvements qui sont surdéterminés par des personnes. Voilà.
pas que à l'AFI, partout. Enfin, c'est... D'accord. Parce que du coup, moi, je voulais savoir aussi si vous pensiez que, vu l'état de force aujourd'hui en fait, des mobilisations populaires, ça serait vraiment efficace de réussir à s'appuyer là-dessus pour arriver au pouvoir. Parce qu'on a vu justement en fait, avec les retraites, avec les gilets jaunes, même que en fait, la mobilisation populaire, elle a quand même des limites. Est-ce que du coup, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas assez massifié ou du coup, l'important c'est aussi, et du coup, dans les associations et dans les autres champs que vous avez cités? Alors, encore une fois, c'est un sentiment, mais j'ai le sentiment aussi que la massification se fait, mais elle se fait dans le morcellement. Moi, je suis raccord avec cette analyse-là. Et on connaît, alors la Ve République en est une manifestation, mais ce n'est pas la seule dans l'histoire de France, on connaît une telle mainmise du système de l'homme providentiel, qui est toujours un homme d'ailleurs, rarement une femme, et de tous les appareils bureaucratiques qui vont avec, que finalement on a un morcellement qui est entretenu. C'est-à-dire on est à peu près tous d'accord, mais chacun voulant garder, alors surtout dans le champ associatif, ça commence à arriver aussi dans le champ politique et très logique du mouvement, chacun voulant garder un petit peu sa liberté propre. Comme j'ai dit récemment à des camarades, en prenant l'exemple de l'AFI et de la façon dont on fonctionne, ou plutôt dont on dysfonctionne, je le dis gentiment sans viser personne nommément, mais voilà, chaque groupe d'action est un archipel, au sein de cet archipel, chaque individu est une île. Bon, c'est très bien, mais à un moment, il faut se mettre en marche. Et la problématique démocratique, la problématique d'organisation, la problématique, et c'est pour ça aussi que la question de la boussole est intéressante, et là je reviens au premier aspect que j'évoquais tout à l'heure, c'est que parler de boussole plutôt que de parler de programme qui a été fait au cordeau, déjà ça évite le déterminisme. Le déterminisme qui démobilise, désarme démocratiquement parlant. Et là, le fait de parler de boussole et d'éviter le programme écrit au détail près, je reprends l'expression d'Hendrik tout à l'heure qui disait remettre la démocratie au centre du processus, ça remet la démocratie au centre du processus. Parce que finalement, le quoi, il est facile à déterminer. C'est comme l'art, L'art, c'est quoi l'art, c'est souvent, alors comment on parle d'amour, ou comment on peint l'amour, ou comment on peint la haine, ou comment on sculpte la détresse, etc. Le quoi, il est assez déterminé. L'art, c'est le comment. Et l'art de la politique aussi, c'est le comment. Et on voit bien que tous les débats nous portent sur le comment. Et le fait de manier la boussole, c'est aussi éviter un modèle. Alors j'ai noté page 243, mais je ne vais pas citer in extenso, je ne pense pas, mais finalement éviter un modèle bureaucratique. Allez, si, je vais le citer quand même. Vite fait, pour donner envie de lire. Ça veut dire que tu as été jusqu'à la page 243 ? Ça veut dire que je suis allé à la page 243. Jusqu'à la page 243, je ne sais pas, Hendrik, je ne dirai rien. Trop de militants politiques qui participent aux institutions sont transformés par elles et finissent par faire corps avec l'idéologie dominante qui les imprègne. Ne pas perdre de vue l'horizon du nécessaire dépassement du capitalisme et du productivisme est un préalable essentiel. Sinon, le cours de la vie politique fait dériver les tactiques en de multiples trajectoires visant à maintenir une position dans un syndicat, un parti, une institution étatique et perdant de vue toute perspective de transformation radicale de la société. Je crois que quand on a un peu d'expérience militante, on a toutes et tous vécu et observé ça. Je pense que dans la prise du pouvoir, c'est essentiel. Par contre, et je termine là-dessus, point de suspension, désolé, je vais vous laisser avec ça. La prise du pouvoir, c'est bien joli, mais comment on fait pour le conserver ? Moi, je le dis très clairement, je crains, en cas... je pense qu'on peut prendre le pouvoir, mais je crains très clairement le risque d'un scénario à la chilienne 1973. Donc la question, c'est bien de susciter une adhésion massive, alors pas forcément comme des militantes et des militants politiques qui sont tous convaincus, passionnés, mais au moins que les personnes qui vont voter ne vont pas voter par défaut pour le programme qu'on défend, pour les orientations, pour la boussole qu'on défend, mais se dire, c'est pas parfait, mais là, aujourd'hui, ne serait-ce que sur le vivant, je suis très d'accord avec ça, on ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on a cette adhésion-là, au moins ce minimum d'adhésion-là, qui n'est pas forcément évident à conquérir aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir dessus, je pense qu'on peut avoir la capacité de garder le pouvoir et d'éviter le risque, en effet, tout simplement de coup d'État autoritaire, parce que le risque est réel. Le risque est réel. Alors, je voulais revenir sur d'abord ta question et après sur une remarque par rapport à ce que tu as dit. Sur ta question, oui, on n'a pas gagné sur les retraites. Bon, mais d'abord, je pense qu'il faut qu'on ait conscience
que la lutte des classes n'est pas en fait quelque chose de mécanique. Alors Rosa Luxembourg, elle l'explique très bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir une myriade de luttes qui s'enchaînent, qui sont des luttes économiques, qui gagnent pas, etc. Puis paf, ça se transforme en lutte politique parce que la conscience a progressé, etc. Bon. Donc on a des cheminements et les voies en fait de la victoire, des fois, sont improbables. Qui aurait cru qu'il y avait mai 68 ? Mais pourtant, il y avait des prémices avant, il y avait des choses qui se passaient, c'était... voilà. Donc ça, il faut être attentif à tout ça et pas avoir une vision, voilà, c'est d'un coup, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Bon. Et par ailleurs, ce qui nous a manqué, et la seule leçon que je retiens, moi, de la grand mouvement des retraites, c'est que globalement, on sait depuis des années que si on veut gagner face à la bourgeoisie aujourd'hui, il faut un mouvement extrêmement dur de blocage économique du pays, et que ça, il n'y a que la grève, et que les Français ont perdu la conscience politique de la grève. Et que tous les discours, et moi j'étais complètement en désaccord avec ça, en disant il faut bloquer le pays en trouvant ceux qui vont pouvoir faire grève au bon endroit. Mais c'est une erreur. La seule façon de gagner face à la bourgeoisie, c'est que l'ensemble du pays soit en grève. Mais les enseignants, les contractuels, etc., etc. Donc ça, on n'y est pas. Mais par contre, le jour où on y est, le gouvernement, il saute dans l'heure. C'est évident. Là, par contre, et on a un recul, c'est que nos générations ont perdu la confiance du pouvoir de la grève. Le nombre de gens qui m'ont dit « Moi, je suis d'accord avec vous, je vais soutenir les caisses de grève des cheminots, mais moi, je ne me mets pas en grève parce que je ne sers à rien. » Mais non, tous, on sert à quelque chose. Tous, on est un rouage, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut reconstruire, la conscience de classe du poids de la grève. Après, moi, je voulais rebondir sur deux choses. Sur la question de la démocratie. En fait, la question de l'unité d'action est complètement liée avec la question démocratique. Parce que si un jour, on décide que tous ensemble et tout ensemble, on doit aller dans la même direction. Allez, on a décidé que là, on se faisait telle manif à tel endroit. Et si vous êtes en désaccord, comment vous pouvez accepter de faire quelque chose avec lequel vous êtes en désaccord ? Parce qu'il y en a forcément qui seront en désaccord. Vous l'acceptez que s'il y a eu un moment démocratique où la souveraineté de toutes et tous a été discutée. S'il y a le moment démocratique, moi, le nombre de fois, et là, sur le débat en interne, souvent, je leur dis, moi, si on a voté, vous m'entendrez jamais dire quoi que ce soit dans la presse ou quoi que ce soit. S'il y a un vote, je suis minoritaire. Bon, il peut y avoir quelques cas où vraiment c'est en contraire à vos valeurs. Voilà. Ça peut arriver, il y a des moments. Mais en règle générale... C'est rarissime. C'est rarissime. C'est-à-dire qu'en règle générale, parce que le vote vous engage, en fait. Le vote vous engage. Et le vote construit de la cohésion, en fait. Le vote, la démocratie construit de la cohésion. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est pas d'un côté le foutoir de la démocratie et de l'autre l'efficacité. C'est pour être efficace, il faut avoir de la démocratie. Et l'autre truc sur lequel je voulais rebondir, mais très vite, je suis très content parce que le débat que je voulais avoir avec toi, si on avait dû choisir un débat, c'est Chili. Parce que moi, justement, alors j'ai deux choses qui me... Alors on va dire sur les trucs durs, là. Bon, ils gagnent en 2027. Souvent, j'en discute avec certains camarades qui disent « Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on ne gagnera pas en 2027. » Alors, je leur dis « Alors, si on ne gagne pas en 2027, ça veut dire que c'est Marine Le Pen. » Oui, c'est Marine Le Pen. Je dis « Mais après ?» Il me dit « Mais après, c'est possible, on reviendra, on se renforce. » Je dis « Il n'y aura peut-être pas d'après. » Il dit « Mais si, tu déconnes. » Je dis « Dissolution de la LFI, interdiction des syndicats, t'en penses quoi ?»« Non, Marine Le Pen ne fera pas ça. » Eh bien, moi, je le pose sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce qu'on en discute de ça ? Est-ce qu'elle est capable de dissoudre la LFI ? Je crois que oui. Est-ce qu'elle est capable, à un moment donné, de décapiter les syndicats ? Je crois que oui. Et pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien, elle, on arrive à Allende, elle sait très bien, elle, que si elle ne décapite pas un peu, alors ça ne sera pas les camps de concentration, hein, voilà, mais si elle ne décapite pas un tout petit peu le mouvement ouvrier d'une manière ou d'une autre, c'est nous après. Évidemment. Par contre, si nous, on pèse rien, il n'y a presque pas trop de risques. Mais si on pèse quelque chose, vous inquiétez pas, qu'eux, ils ne seront pas fous. Voilà. Donc ça, cette question du fascisme, en cas de victoire, je la pose. Et en cas de notre victoire, je l'ai posée dans Mediapart. Je ne l'ai pas posée dans le livre, mais dans Mediapart, puis j'ai changé dans les versions relecture, parce qu'on m'a dit non, là, tu vas un peu trop loin. Ah oui, je suis à mes collègues me disent, quand même, là, tu ne peux pas dire que tu penses qu'il y aura un coup d'État. Et j'ai dit à peu près la même chose que toi, au début. Et du coup, on a eu une discussion au sein du cabinet, c'était drôle. Et là, je me tourne vers toi, parce qu'en fait, c'est toi qui as la réponse. Parce que moi, je ne sais pas l'armée, je ne connais rien. Toi, tu connais un peu plus, tu as été quand même dans la défense et tout ça. Mais moi, l'armée et la police, je ne sais pas comment elle réagit. Voilà. Je ne sais pas. Pour l'instant, les gens me disent non, t'inquiète pas, ça réagira bien, il n'y a pas eu de coup d'État en France. Enfin, si, il y a eu De Gaulle. Bon, bref, c'est pas pareil. Bon, voilà. Mais j'ai envie de te faire rebondir, si ça ne te dérange pas. Toi, t'en penses quoi ? Alors, comme j'ai dit, moi, je pense que le risque est réel. Après, la question d'un coup d'État, ce n'est pas simplement la question de l'armée, des armées ou des différentes forces
armée, donc j'y inclus forcément l'élément policier, c'est aussi la question de l'impulsion, de l'adhésion et de la légitimité politique au moment où ça se joue. Et dans le scénario chilien, oui, l'armée est le bras, mais le cerveau, c'est le patronat chilien. Le cerveau, c'est les grands propriétaires terriens. Et c'est là où ça se joue, avec l'appui bien entendu des États-Unis, mais il fallait une volonté sur place. Et la volonté sur place, elle s'est jouée là. Et c'est le rapport de force, finalement, avec la bourgeoisie. Moi, là où je vois les choses se jouer, c'est le rapport de force avec la bourgeoisie et le fait qu'une partie de ce qu'on appelle la classe moyenne continue à adhérer aux idéaux bourgeois. C'est-à-dire à regarder la classe bourgeoise en se disant « un jour, j'en ferai partie », puisque c'est le principal ressort quand même. Donc là, la question... à mon sens, l'une des principales questions pour déverrouiller ça, c'est justement de convaincre les personnes qui trouvent objectivement que la vie est dure, mais qui ne vivent pas suffisamment l'oppression au quotidien, que ce soit dans la rue, à travers des contrôles aux faciès, etc., que ce soit dans l'entreprise, à travers un patron despote et des conditions de travail déplorables, etc., de convaincre justement les personnes, et peut-être que la personne qui t'a discuté en fait partie, qui ne vivent pas au quotidien ou qui n'ont pas conscience pour les autres, moi je ne vis pas ça au quotidien, mais j'ai conscience que cette oppression existe, de les convaincre finalement, en effet, que cette oppression est tout à fait, cet élément de coup d'État est tout à fait possible, parce que de toute façon, les ingrédients existent déjà dans la société, il y a des classes, ce qu'on appelle la classe populaire, qui le subissent déjà au quotidien. Et la vraie question, et c'est aussi une question qui est dans ton livre, mais ça traverse ce mouvement ouvrier depuis belle lurette, c'est comment on fait cette jonction. Comment on arrive à arracher finalement cette partie qu'on appelle la classe moyenne, d'autres l'appellent la sous-bourgeoisie, etc., aux idéaux de la bourgeoisie pour pouvoir justement massifier les choses. Sinon, très concrètement, moi je craindrais plus un mouvement venant de la police que de l'armée, aujourd'hui. Clairement. Je pense qu'aujourd'hui la police a été mise... dans une situation de quatrième pouvoir. Moi, c'est la première fois, en l'occurrence cet été, que j'entends un directeur général de la police nationale qui dicte sa ligne politique à un ministre de l'Intérieur. Et finalement, pourquoi et comment on en est arrivé là ? Bon, je pense qu'on sera d'accord sur l'analyse qui est la contestation des mouvements sociaux, la répression contre les mouvements sociaux. Et quand ce pouvoir ne tient plus que par la matraque, eh bien finalement, la matraque prend le pouvoir, et prend le pouvoir littéralement parlant. Et aujourd'hui, dans la situation française, je pense que le vrai danger aujourd'hui vient de l'élément policier. Oui, et alors du coup, parce que tu en as parlé un peu, Fred, sur si on arrive au pouvoir, comment on fait pour pas trahir ? Parce que franchement, moi c'est un truc où du coup j'ai l'impression en plus de fait il y a aussi beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans le jeu politique parce qu'ils se disent que dans tous les cas, peu importe qui arrivera au pouvoir, il finira par trahir. Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, il faut qu'on sorte de la vision on-off, c'est-à-dire on arrive au pouvoir, c'est génial, on n'est pas au pouvoir, c'est l'enfer, etc. Il y a eu des tas de moments où la gauche était au pouvoir, elle a... Peut-être tu penses qu'elle a trahi, mais a posteriori, tu t'aperçois que on s'est ressorti avec les congés payés, la 5e semaine de congés payés pour Mitterrand, ouais. la fin, enfin voilà, les lois Auroux, on en reparlait tout à l'heure. 60 ans. Les 35 heures, je les ai combattues, parce que c'était la flexibilisation, mais après tu combats pour les garder. Bon, il faut voir aussi la lutte des classes comme tu crantes, tu vois. C'est pas le grand soir. Il faut vraiment qu'on sorte du truc du grand soir. C'est-à-dire, si tu sors du truc du grand soir, tu crantes. Tu as une mairie de gauche, tu crantes un truc. Tu vois, enfin là, à Marseille, bon. Mais il y a des trucs bien et des trucs moins bien, mais tu crantes. Tu vois, c'est quand il y a des choses, il y a une avancée, tu crantes. L'aide médicale d'État, putain, non, on va la défendre là. C'est Martine Aubry. Enfin, c'est du temps de... Oui, c'est Martine Aubry. Donc voilà, tu crantes et il faut le voir plutôt comme ça. Tu vois, dans une lutte, bon. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'on ait une majorité quand même idéologique avec nous, ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Si tu prends le pouvoir par effraction, mais que tu n'as pas de majorité, imagine un second tour où tu as la gauche versus Marine Le Pen et que tu prends le pouvoir, mais qu'en réalité tu as 2/3 du pays contre toi, comme Macron actuellement a 2/3 du pays contre lui, la différence entre toi et Macron, c'est que Macron, il a les classes dirigeantes. Nous, on n'a pas les classes dirigeantes. Donc si tu prends le pays par effraction et que tu as les 2/3 du pays contre toi, de toute façon, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il faut convaincre une majorité de gens sur un programme de radicalité. Et ça, c'est un travail, mais en réalité, on n'est pas si loin que ça. Non. Alors, c'est quoi les problèmes et c'est quoi les avancées ? Les avancées, c'est que sur les questions sociales, on est majoritaire. Sur l'indexation des salaires, sur l'inflation, on est majoritaire.
Sur la question, moi je prends un exemple sur l'allocation d'autonomie. Quand on m'a proposé la mesure, c'est moi qui est en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le programme de Mélenchon, je vois ça arriver, ça double le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je dis, oula, votre histoire d'allocation d'autonomie pour les jeunes, là, comment on va faire accepter ça, quoi. Et puis l'idée de Mélenchon, c'était au-dessus de 12 millions, on prend tout. C'est dur, ça. Hein. Bah, pendant la campagne, ça passait crème. Tous les gens que j'ai rencontrés sur le terrain disaient, oh, au-dessus de 12 millions, on prend tout. Bon. Donc sur ces questions, en fait, il ne faut pas croire qu'on est si minoritaire que ça. Par contre, il y a des questions où il faut avoir conscience qu'on n'est pas majoritaire. Les questions de sécurité et d'immigration, on est ultra minoritaire. Ça explique aussi la position de l'extrême droite. Donc il faut arriver vraiment à gagner ça. Et puis après, dernier point, il faut absolument qu'il y ait l'auto-organisation des salariés et des travailleurs et tout ça. C'est-à-dire que, en fait, on trahira si ceux qui sont là ne sont pas dans la rue, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Va falloir, les emmerdes vont commencer, en fait, le lendemain de l'élection. Et ce qui s'est passé avec Mitterrand, c'est pour ça que l'indépendance, en gros, des syndicats vis-à-vis du parti politique est extrêmement important. Parce que sinon, c'est ce qui s'est passé en 81. Tu dis aux mouvements sociaux de s'arrêter parce que c'est les nôtres qui sont en haut. Pareil avec Syriza. Syriza, on était très contents. Certains ici disaient « c'est génial, c'est le mouvement politique avec tous les dirigeants syndicaux. » C'est une mauvaise idée. Parce qu'après, les dirigeants syndicaux, ils sont ministres. Et les nouveaux dirigeants syndicaux, c'est les potes des ministres. Mais ça ne va pas, en fait. Il ne faut pas ça. Enfin, il faut éviter. Il faut que ça soit indépendant. Bon. Et après, il faut que nous, mais le groupe parlementaire, il est pas mal. On ait conscience que l'affrontement, ça va être violent. Ce qu'expliquent Varoufakis et Stathis Kouvalekis sur Tsipras, ils ne disent pas qu'il a trahi. Ils disent, en fait, il n'avait pas anticipé, enfin, il n'était pas préparé à l'affrontement. Certains étaient préparés, mais lui, visiblement, il n'était pas préparé. Et la classe politique grecque n'était pas préparée. Ça nous paraît fou, mais ils pensaient réellement que l'Europe voudrait les garder en Europe. Je parle, les Allemands, ils n'en ont rien à faire de garder les Grecs. Et ça, ils ne l'avaient pas anticipé, donc ça paraît fou. Mais nous, il faut qu'on anticipe, j'en parle dans le livre, c'est l'avant-dernier chapitre. Il faut qu'on anticipe qu'ils vont bloquer les banques, il faut qu'on soit souverain au niveau d'un certain nombre de choses, sur les médicaments, voilà. Donc, il faut anticiper l'affrontement, sinon tu trahis. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rebondir un mot là-dessus. Oui, alors, on crante. Il y a des choses sur lesquelles on réussit à causer assez facilement. Et notamment sur la façon de désamorcer les fantasmes de l'après-Seconde Guerre mondiale. On est dans un horizon de paix infini. La guerre revient durablement en Europe. Donc là, il y a 10-15 ans, moi je faisais partie des militantes et des militants qui, dans les discussions sur les questions internationales, de paix, militaire, etc., moi je disais, mais voilà, on n'est pas à l'abri de revoir la guerre arriver très proche de nous sur le continent européen entre des pays voisins. Les gens les plus ouverts avaient un sourire poli mais gêné, et quant aux ceux qui étaient moins ouverts, vous devez comprendre que vous étiez un joyeux dingo. Donc il y a un certain nombre de fantasmes comme ça à pouvoir désamorcer. La sécurité face aux calamités, c'est plus le Moyen-Âge. La peste brune, tout ça, tout ce que vous voulez, la peste noire, pardon. Lapsus révélateur. La peste noire, super. Le monde entier a été verrouillé entre 2020 et 2021. Y compris les pays occidentaux. On pensait que ce genre de choses, c'était Ebola réservé au continent africain. La question de la démocratie, pareil. Là, pas encore tout à fait. Il y a des personnes, autant je pense que la conscience du recul des libertés, et singulièrement des libertés publiques, est assez largement partagée. Notamment parce que monsieur et madame tout le monde s'est pris des coups de matraque sur la tronche, alors qu'avant, c'était réservé finalement aux gamins des quartiers populaires. Par contre, le saut vers le fait que justement, pour avoir un coup d'État fasciste, que justement les fascistes au pouvoir s'en donneraient à cœur joie. Et pour moi, les fascistes, ça ne s'arrête pas à Marine Le Pen. Je mets Darmanin dedans sans aucun problème. Ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à désamorcer. Pourtant, je pense que c'est un passage obligé pour faire comprendre non seulement les dangers qu'on a devant nous, mais en plus la nécessité d'aller sur un programme radical et de rupture et d'horizon éco-socialiste, puisque étant membre également du parti de gauche que tu cites, merci, dans ton livre, nous défendons aussi ce manifeste éco-socialiste. Je pense que la chose la plus difficile à déverrouiller, c'est quand même le confort et la jouissance consumériste. Parce que finalement, on parle de paix, on parle de démocratie, tout ça, à la limite, dans une discussion philosophique spéculative, ça peut s'adapter à n'importe quel système dans la conscience commune. Par contre, la promesse de la jouissance consumériste,
c'est la promesse qui est au cœur du système capitaliste aujourd'hui et qui a été notamment expérimentée, promue, adorée par la génération de mes parents, des baby-boomers qui sont nés, voilà, moi j'ai un père qui est né en 45, une mère en 51, je ne suis pas seul dans la salle, et malheureusement, très majoritairement, pas tous, parce que sinon je vais me faire engueuler par certains camarades dans la salle, mais vous êtes minoritaires dans votre génération, les camarades qui sont concernés. Très largement, c'est cette génération-là qui a commencé à substituer aux citoyens le consommateur, pour qui finalement le choix politique, la question démocratique, s'efface derrière la capacité à pousser des caddies pleins. Et ça, c'est très dur à désamorcer. Parce que nous, on a été élevés avec cette idée-là. Ça recule dans notre génération, c'est beaucoup moins majoritaire. Voilà, mais c'est un fantasme, en fait, c'est un fantasme post-Seconde Guerre mondiale, post-30 Glorieuses, qui a la vie sacrément dure. Et la question de la sobriété que tu as esquissée tout à l'heure, elle est très dure à faire passer. Très, très dure. Et ça, c'est un verrou, je pense, qui peut être très puissant, justement, dans le maniement qu'en ont nos adversaires.